l'école que j'ai le plaisir de diriger à Kinshasa forme les gestionnaires des aires protégées et des forêts de 22 pays africains sur place, et nous avons mis en place la seule tour de mesure de flux de gaz à effet de serre de tout le bassin du Congo. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on parlait beaucoup de la captation de carbone, mais on ne mesurait rien. Or, il se fait que les forêts congolaises du bassin du Congo ont des arbres beaucoup plus hauts et beaucoup plus gros que les forêts amazoniennes. Et jusqu'à présent, on appliquait ce qu'on appelle les équations allométriques amazoniennes aux forêts congolaises, ce qui était un non-sens scientifique. Et la bonne nouvelle, c'est que les forêts du bassin du Congo captent nettement plus que les forêts amazoniennes qui captent de moins en moins, comme vous le savez. On est à 4,8 gigatonnes de carbone par an pour le bassin du Congo, à 4,2 pour l'Amazonie et à 1,2 pour l'Indonésie. C'est un enjeu global sur le captage du carbone, mais un enjeu global aussi sur le cycle de l'eau. Une des provinces du Congo, le Congo central, a malheureusement coupé 70% de sa forêt en 50 ans et elle a perdu 40% de pluviométrie. Donc si on coupe cette forêt à ce rythme-là, on va passer d'une pluviométrie moyenne dans le bassin du Congo de 1500 à 1800 mm à la mousson atlantique, à 400, 600 mm. On va passer à une économie sahélienne. On a un enjeu hydroélectrique massif. Le fameux barrage d'Inga, qui représente à lui tout seul 58 centrales nucléaires françaises, 44 000 MW. 44 000 MW sur un seul site, avec un coût marginal à long terme de 1 cent du kilowattheure. 1 cent du kilowattheure, le coût marginal à long terme. Eh bien, en 2011, son étiage au mois d'août n'a jamais été aussi bas depuis qu'on mesure le fleuve Congo, depuis 1909. Ce qui veut dire que ce gigantesque projet hydroélectrique pourrait mourir de sa belle mort si on continue l'aspect actuel, le cycle de déforestation tel qu'on le voit s'amorcer. Donc cet aspect est global et je dirais que l'humanité aujourd'hui, le combat de l'humanité se passe dans le bassin du Congo. Imaginons qu'on rate ce combat, l'humanité pourrait disparaître. On pourrait prendre non pas 1,5, 2, 3 degrés, mais 4, 6 degrés dans les modèles les plus pessimistes. Alors, il y a évidemment des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que ce qu'on appelle l'économie circulaire à l'intérieur d'une mégapole comme Kinshasa, je rappelle qu'on est à environ à 13 500 000 habitants, avec un taux de croissance de l'ordre de 5 à 6% l'an, une croissance endogène de l'ordre de 2,8%, une croissance due à la migration rurale de l'ordre de 2,8 à 3%. Il faut chaque année à Kinshasa créer 700 000 places dans l'enseignement, dans les écoles primaires et secondaires, en plus que les places existantes. Et on se retrouve avec une jeunesse, l'âge médian de Kinshasa, c'est 18 ans. Médian, donc 50% de la population a 18 ans et moins. Alors cette jeunesse, c'est à la fois une force extraordinaire. Nous avons là une capacité de jeunes entrepreneurs fabuleux, notamment dans la gestion des déchets, dans la carbonisation, dans les plantations agroforestières. Aujourd'hui, sur un certain nombre de projets, on retrouve des plantations agroforestières où les ménages ont un revenu de $500 par mois. $500 par mois en RDC, c'est 10 fois le seuil de pauvreté. C'est énorme. À l'échelle du pays, en parité de pouvoir d'achat, c'est énorme. Et de manière durable, en produisant en agroforesterie, sans engrais minéraux, de quoi subvenir aux besoins énergétiques de la ville, de quoi subvenir aux besoins alimentaires de la ville. Et tout ça dans l'Interland, dans un rayon de 140-150 km autour de Kinshasa. Donc les expériences existent à des échelles importantes et peuvent être développées et sont en train d'être développées. Donc je reste extrêmement optimiste, mais nous devons inverser cette migration rurale déferlante parce que la croissance exponentielle de la ville est tout simplement non soutenable.
13 millions d'habitants, imaginez, chaque année, vous rajoutez 1 million d'habitants. Malgré tous les efforts que l'on fait en termes de dessert d'eau, d'assainissement, d'énergie électrique, de connexion Internet, les taux de dessert diminuent, c'est trop rapide. Vous devez avoir la capacité de faire des investissements sociaux pour la croissance endogène qui est déjà très forte, 2,8%, et en plus, vous avez de 8 à 3% de migration rurale. Donc cette stabilisation, grâce à une économie prospère basée sur les jeunes entrepreneurs, est un cycle qui est occupé de s'inverser et sur lequel on a une dynamique économique importante. Parce qu'elle crée de l'emploi et elle distribue du revenu. Alors, ce qu'il faut privilégier, c'est les méthodes IMO, à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire avoir la capacité de distribuer vite du revenu aux jeunes entrepreneurs, et particulièrement aux femmes, et avoir la capacité de modérer cette migration rurale grâce au développement de cette économie circulaire. Donc voilà, je voulais rapidement vous poser les grands enjeux finalement. La bonne nouvelle, c'est que le bassin du Congo a encore au moins pour 30 à 40 ans de capacité de fixation de carbone, alors que l'Amazonie est en décroissance, on n'en parle pas suffisamment, mais elle était vraiment en décroissance. Si on imagine demain une diplomatie environnementale à la mesure de l'enjeu, les derniers prix sur le marché libre de fixation du carbone qui ont été conclus dans le bassin du Congo, étaient de 52 $ la tonne. Un hectare de forêt tropicale humide fixe 25 tonnes chaque année de carbone, donc 1 250 $ par hectare. Multipliez ça par 1 600 000 km², vous allez être étonné de la note à la sortie. On parle ici de multiplier le budget d'un pays comme la RDC par 2 ou par 3, rien que dans sa fonction écosystémique de fixation du carbone. Et 52 $ la tonne, discutez avec les pétroliers, discutez avec les cimentiers, vous verrez que leur coût d'opportunité est à plus de 100 $ la tonne. Donc à 52 $ la tonne, vous avez des clients. Vous avez des clients pour ce genre de choses. Le tout, c'est de mettre ça en place dans un mécanisme qui revienne aux populations, dans une création d'emplois et qui permette de démarrer ce cycle vertueux que nous espérons tous. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci. Merci de votre présence. Alors, je vais donc simplement donner quelques éléments en fait, de cadrage ici en quelques minutes. Donc, rapport du GIEC, informations sur des inondations ici, sur des incendies là, sur des épisodes de sécheresse ailleurs. Toutes ces informations nous parviennent comme autant de signaux, des risques, des chocs graves qui nous attendent dans l'avenir. Le climat change, on l'a entendu il y a quelques instants, les ressources s'épuisent, les crises se multiplient, les inégalités entre humains augmentent et il en ressort une sourde inquiétude sur une crise globale et sur nos capacités à la dépasser. Bien sûr, cette crise trouve une expression différente selon les territoires. Il s'agit bien de travailler sur cette idée d'une application différenciée selon les lieux. Elle se traduit par une crise hydrique dans certaines régions. Dans d'autres, elle favorise l'apparition d'îlots de chaleur. Dans d'autres encore, c'est l'érosion des sols qui devient le problème majeur. Les saisons changent, on en parlait tout à l'heure, les paysages aussi. Et nous aurons l'occasion d'entendre dans quelques instants d'autres exemples. Mais dans tous les cas, les difficultés qui apparaissent ont pour cause principale l'intervention humaine, soit par l'accumulation des prélèvements, soit par l'artificialisation des sols et l'éloignement des humains de la nature et de ces espaces. Déjà, quelques statistiques rapides. 75% de la surface terrestre est altérée par l'activité humaine. Et faune et flore se trouvent relégués dans des espaces de plus en plus restreints, avec les conséquences, la pandémie en est un exemple, donc que vous connaissez. Depuis 1990, ça nous fait une date extrêmement proche de nous finalement. 420 millions d'hectares de forêt ont disparu. Bien sûr, une grande part de ces destructions a fait place à des activités agricoles. Mais il ne faut pas négliger le rôle majeur que joue l'urbanisation. En effet,
Une part croissante de la population mondiale, quel que soit le continent, est installée dans des espaces que l'on peut qualifier d'urbanisés. On en a eu un exemple à propos de Kinshasa il y a un instant. Nous n'allons pas ici entamer l'exégèse du concept de ville. On ne va pas discuter l'idée que donne l'Organisation des Nations Unies que la moitié de la population serait aujourd'hui dans des espaces urbanisés. Cette question est encore un peu discutée. Disons simplement que nos sociétés se développent dans des espaces de plus en plus artificialisés qui ont laissé très peu de place à la nature, aux plantes, aux animaux. Et même très peu de place à l'eau, en tout cas à la circulation libre de l'eau. Quelques exemples juste en France, comme ça, pour simplifier. À Paris, la surface artificialisée, cumulant voirie, bâti, toit, bâtiment, représente environ 80% de la surface de la ville, tandis que 20% est végétalisée. Alors, c'est différent selon les villes. Par exemple, à Nantes, la part imperméable n'est plus que de 50% environ. Du côté de La Roche-sur-Yon, on est autour de 35%. Vous voyez, c'est assez variable en fait d'un territoire à l'autre. Cela dit, l'ordre de grandeur reste quelque chose d'extrêmement significatif. Les formes mêmes de notre activité économique renforcent ce processus de destruction. En effet, les ressources naturelles sont trop souvent considérées comme ce que les économistes appellent des ressources libres, qui appartiennent de fait à celui qui s'en empare en premier. Le sentier de croissance que nous avons emprunté a dilapidé nos richesses naturelles. Qualifier ces ressources de biens communs reste un euphémisme et l'affirmation reste vaine tant qu'elle ne permet pas une véritable gestion en commun qui concilie à la fois la préservation de la nature et le développement équilibré des populations. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation d'urgence. Nous devons agir rapidement et les derniers travaux du GIEC nous encouragent, devrais-je dire, avec insistance. Le programme de développement durable à l'horizon 2030, qui est préparé par les Nations Unies, insiste également pour mettre plus de nature en ville. Et les motivations donc sont de plusieurs ordres. Aménager un cadre de vie qui donne un accès à des espaces naturels verts pour toutes et tous, en particulier femmes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, jeunes. Je ne reviens pas ici sur l'augmentation des besoins en raison de la croissance des villes africaines. Nous venons d'avoir l'exemple de Kinshasa il y a quelques minutes qui nous en a fait le rappel avec un tout petit peu, de pression importante. Renforcer la résilience et les capacités d'adaptation, c'est un deuxième objectif face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles liées au climat. Les espaces naturels sont en effet le puits de carbone qui seront indispensables pour limiter les effets de changement de climat. En quelques minutes, il s'agit évidemment simplement de poser quelques jalons et de donner donc quelques grands principes. Donc les voici en fait en guise de conclusion. Limiter la transformation des espaces naturels et même autant que possible renverser la tendance à l'intérieur des espaces urbains. Conserver, mobiliser, entretenir et même développer les forêts en ville et plus largement permettre que les espaces occupés et aménagés par les humains ne séparent plus si distinctement, si évidemment, espaces bâtis et espaces de nature. Ce sont à la fois des espaces de vie, des ressources qu'il faut pouvoir maintenir, des instruments locaux mais aussi globaux pour le climat. Ce sont des forêts au cœur des villes qui font poumon pour l'agglomération, on va en parler dans un instant dans les exemples qui vont suivre. Ce sont des ceintures vertes pour lutter contre l'assèchement. C'est une croissance des villes qui va se poursuivre mais qui doit intégrer systématiquement une place à la nature, une attention à ne pas imperméabiliser, à maintenir des espaces de culture, d'agriculture au sein de ces villes, au plus près donc des forêts. Le propos ne concerne pas simplement les responsables des villes et leurs services, mais doit bien impliquer toute la population à son échelle et dans son contexte. Elle doit aussi concerner les exploitants, on a parlé tout à l'heure des grandes multinationales, mais leur responsabilité évidemment doit pouvoir être engagée. Car le sujet concerne tout à la fois les acteurs locaux et globaux. En d'autres termes, et pour conclure, avant de vous laisser donc avec des expériences concrètes, je vais en synthèse souligner quelques points. Insister sur la place qu'il faut retrouver, maintenir, renforcer aux espaces des forêts et aux espaces naturels plus largement. Faire en sorte que ce ne soit pas simplement une mise sous cloche, une sanctuarisation, mais bien une ressource vivante qui participe au développement par la mise en place d'une économie circulaire, on en a parlé juste il y a un instant. Enfin, veiller aux mécanismes de gouvernance qui permettent d'envisager les forêts dans toutes leurs dimensions, richesse locale, instrument global de lutte contre la crise climatique. C'est-à-dire, gérer cette ressource est une activité utile pour la planète et une question qui doit mobiliser toute la communauté internationale. Comment soutenir ? Comment peut-être imaginer que le coût de la gestion et de l'entretien soit porté à cette échelle internationale ?
Comment aider à empêcher les prédations à des fins industrielles qui détruisent à court terme la ressource? Faut-il que l'on considère cette ressource que constituent les forêts finalement comme étant quelque chose à intégrer dans un droit international? Si des problèmes donc sont globaux, les solutions enfin sont multiples, doivent être adaptées aux contextes locaux et sans doute n'existent pas même tout aujourd'hui. Et donc, en conclusion, il faudra faire appel à une ressource extrêmement forte de l'espèce humaine qui s'appelle l'imagination. Chers, chers amis, chers collègues, Madame la Présidente, donc tous les présents, bonjour. Tout d'abord, j'ai préparé une petite intervention, c'est comment protéger nos forêts. Mais là, après avoir vu cette expérience, et comme j'étais fascinée par l'expérience de Ouagadougou, c'est ça? Donc, puisque je suis tellement fascinée par cette expérience et que nous avons commencé un petit peu une petite expérience avec la FAO. Je vais parler de cette expérience, l'expérience de notre ville. Bon, nous avons quelques forêts, quelques petites forêts. Le premier, c'est le Belvédère dont j'ai parlé hier. Donc, c'est une région forestière qui est aménagée. Il y en a quelques espaces de divertissement, un parc zoologique, mais c'est une zone très riche de toutes les espèces, que ce soit des espèces des animaux ou des plantes. Elle est gardée par la ville de Tunis. Elle est gérée par la ville de Tunis et en plus, nous avons fait participer la société civile et c'est pour cela que nous avons les amis de Belvédère qui ont des jardins botaniques, des jardins là-bas donc pour protéger l'espace et aussi pour garder cette participation avec la ville et l'intermédiaire avec les habitants. Nous avons aussi lancé une deuxième expérience que nous avons appelée le deuxième poumon de la ville de Tunis, dans une région défavorisée, une région forestière aussi, pour attirer les gens, parce que chez nous, c'est la région de Belvédère, puisqu'elle est aménagée, entretenue par la ville de Tunis. Il y en a des lieux, des cafés, des restaurants, le zoo. Donc, elle est quand même visitée par les Tunisiens et les Tunisiennes. Mais d'autres régions qui ne sont visitées que par les délinquants. C'est pour cela qu'on a voulu avoir ce deuxième poumon. Donc nous avons aménagé en quelque sorte ces forêts, à part l'installation de quelques équipements sportifs, des petits mini-terrains de foot pour attirer les jeunes, les élèves, puisqu'il y a des écoles tout près. Donc, et je compte quand même développer cette expérience. En plus, on a développé quelques petites expériences de culture urbaine, d'agriculture urbaine, sur les frontières, c'est une expérience avec la FAO, sur les frontières de ces forêts. Ça a marché un petit peu, mais là, je suis très fière de voir et d'être présente parmi vous aujourd'hui. Et je remercie énormément l'IMF de m'avoir invitée et de m'avoir prise en charge aussi. Et je remercie l'IMF pour tout ce qu'elle fait avec nous, avec la ville de Tunis. Donc là, au début, j'ai voulu parler de la protection des forêts contre les incendies, puisque les incendies, cette thématique, elle est très problématique dans notre région. Mais là, c'est la gouvernance, c'est la gestion des forêts, comment rendre ces forêts délaissées actuellement source économique, source et aussi lieu d'inclusion, que ce soit des femmes ou des jeunes ou des retraités, des personnes âgées. Donc, comment redonner la vie à ces espaces. Nous avons déjà commencé avec l'IMF, nous avons fait quelques réunions, nous avons pensé à haute voix sur la protection et maintenant on aime bien développer cette culture urbaine dans ces régions forestières et pourquoi pas ne pas
avoir, donc échanger d'idées, échanger d'expériences et avoir une stratégie maghrébine, puisque nous vivons dans notre région, que ce soit la Tunisie, l'Algérie et le Maghreb, nous avons presque les mêmes conditions dans nos forêts. Pourquoi pas ne pas avoir une stratégie, une vision plus claire, très proche de nos citoyens. Et alors, c'est peut-être l'expérience de Ouagadougou sera un exemple pour nous qu'on va suivre. Et essentiellement, nous avons des ceintures, des routes, ceintures très proches de ces forêts. Pourquoi pas ne pas lancer la même expérience? Je vous remercie pour ce que vous avez fait et votre expérience sera dupliquée chez nous. Merci. De Tunis pour dire merci à l'AMF de cette opportunité qui nous est donnée de partager cette expérience ville et forêt. Et ce que je peux dire de plus, c'est plutôt peut-être vous écouter et répondre à des questions parce que je pense que le film, il a été un bon résumé en tout cas du projet que nous portons au niveau de la ville de Ouagadougou. Quoi dire de plus que ce qui a été dit, c'est-à-dire que cette initiative de la banne verte, il faut se dire que la banne verte, c'était la conséquence de la grande sécheresse que les pays du Sahel ont connue dans les années 74-75. Donc le gouvernement d'alors a décidé, avec l'aide de la coopération allemande, de faire une ceinture verte autour de la ville de Ouagadougou pour éviter que le désert puisse envahir la ville parce que les vents venant du nord apportaient du sable. Donc on s'est dit que si on faisait une ceinture verte dans cette zone-là, on allait pouvoir arrêter le désert. Bon, malheureusement, au fil des années, cette bande a été abandonnée. Et quand nous sommes arrivés aux responsabilités en 2016, nous avons initié ce projet. Il faut dire que sur ce site, l'abandon de ce site a eu pour conséquence la colonisation par l'extension de la ville. Et c'était devenu un dépotoir. Et il y a des femmes qui travaillaient là-bas sur cet espace, qui balayaient le sable, qui le tamisaient pour séparer le sable du gravier et qui revendaient ça aux riverains pour pouvoir faire de la maçonnerie. Elles vivaient de ça. Et je ne vous dis pas la pénibilité de ce type de travail. Donc, quand nous sommes arrivés, on a commencé avec cette banque que vous avez vue tout à l'heure, qui est l'ancienne BNP, le réseau BNP en Afrique qui a été revendu au groupe Vista. Tout de suite, le DG a été très intéressé. Il est venu me voir un jour, me disant, mais tiens, monsieur le maire, nous voulons une zone que nous voulons reboiser. Parce que l'année dernière, nous avons fait du reboisement, parce qu'il y a tous les mois d'août, c'est au mois d'août que les pluies sont intenses au Burkina Faso. Donc il y a ce qu'on appelle, c'est le mois de l'arbre. Et donc les diverses associations, les services, les sociétés, chacun va pour un reboisement quelque part. Mais malheureusement, ces reboisements ne tiennent jamais. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, il pleut, vous allez planter, vous allez repartir. Et quand la pluie va s'arrêter, parce qu'il ne pleut que 4 mois, du mois de juin en octobre, en fin septembre. Souvent ça commence en mai, souvent en juin, mais en fin septembre la pluie est terminée et tout le reste, c'est la saison sèche. Il y a 2 saisons chez nous, la saison pluvieuse et la saison sèche. Et pendant la saison sèche, il n'y a personne pour s'occuper de ces arbres. Donc il m'a raconté son aventure. Ils étaient partis dans la forêt de Gonsin, ils ont planté. Quand lui il est reparti, il n'avait que ses yeux pour pleurer parce que les arbres ont disparu. Je dis mais c'est normal. Les arbres c'est comme des enfants. Si vous les plantez, si vous n'en occupez pas, ils ne vont pas pousser. C'est pas possible. Je dis donc nous on a une initiative. On est en train de reconquérir la ceinture verte. Et viens avec moi, on va aller visiter. Et donc je lui ai montré l'espace par où on voulait commencer. Et tout de suite, il a adhéré. Donc, la première chose que je lui ai dit, il faut qu'on fasse un forage. Le forage, ça coûte entre 4 et 5 millions de francs CFA. Et donc, il a décidé tout de suite d'investir dans le forage.
Et quand on a fait le forage, et nous avons les femmes qui balayaient le sable sur cet espace-là. On a fait une réunion avec elles, on les a constituées en association, on leur a expliqué. Et les services techniques de la mairie qui s'occupent de tout ce qui est végétation est venu les montrer comment faire du maraîchage. On les a dit, bon écoutez, nous allons planter des arbres dans cet espace. Vous allez avoir de l'eau, la terre elle est bonne. Donc, mais comme on ne peut pas être là tous les jours pour s'en occuper, nous allons vous donner cet espace. Vous allez vous occuper des arbres et pouvoir profiter de l'eau pour faire du maraîchage au lieu de continuer à balayer le sable, le tamiser pour pouvoir le vendre et gagner vos revenus. Tout de suite, elles ont adhéré. On a commencé, comme on l'a dit dans la vidéo, avec 35 femmes en 2018. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 500 femmes qui sont installées sur ce terrain. Et en plus, on a fédéré également les pépiniéristes, parce qu'il y a beaucoup de pépiniéristes qui font dans les bas-fonds des plantes ornementales qu'ils vendent à la ville, hein, des rosiers, des arbres, fruitiers, tout ça pour que les gens qui achètent pour pouvoir mettre dans leur jardin du gazon, etc. Donc on les a amenés là également en leur disant, écoutez, voilà un endroit où vous allez avoir de l'eau et c'est ici qu'il faut plutôt venir vous installer pour pouvoir faire vos pépinières. Ils se sont installés également et aujourd'hui on a à peu près 200 pépiniéristes qui sont installés sur cet espace. Donc ça fait boule de neige. Après on a fait un courrier à plusieurs sociétés de la ville et qui ont tout de suite manifesté un désir et on a créé un réseau des entreprises engagées pour la ceinture verte de Ouagadougou. Et ce réseau se réunit périodiquement. Et aujourd'hui, on a commencé sur 2 hectares. Aujourd'hui, nous sommes à 10 hectares d'aménagés. Donc voilà, c'est une expérience vraiment très riche que nous voulons partager avec vous. Il faut dire également qu'au-delà de la ceinture verte qui est vraiment emblématique, dans tous les quartiers de la ville de Ouagadougou, il y a ce qu'on appelle les espaces verts. Les espaces verts de la ville, les urbanistes, en faisant les lotissements, on garde toujours un espace vert, un espace qu'on appelle espace vert. Et les premières expériences de l'exploitation de ces espaces verts, c'était de faire un partenariat public-privé, c'est-à-dire soit des individus ou des sociétés qui veulent occuper cet espace selon un cahier de charge, peuvent faire de l'investissement, s'en occuper et en faire un petit bistrot, un petit maquis, etc. Mais on s'est rendu compte à cette expérience que la colonisation par les maquis des espaces verts était devenue tellement grande que la partie verdure n'était plus mise en avant. C'était plutôt avoir de l'espace pour faire un business privatif qui excluait les habitants du quartier. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'initier une autre procédure, c'est-à-dire inciter les associations de quartier à s'approprier ces espaces verts, à faire un lieu commun de fréquentation pour que les enfants puissent avoir un espace où s'amuser, ou également étudier. Donc on a 2 ou 3 expériences à Ouaga où il y a des associations de proximité, ça s'appelle les associations de bon voisinage, qui se sont appropriées des espaces verts qui varient entre 1000 m² et 4 hectares souvent, et qui ont décidé ensemble de planter des arbres, de mettre des bancs de soupir, de mettre des tableaux, de faire des parcours sportifs, mais pour le quartier, pour ceux qui habitent autour, ce qui fait qu'ils ont un environnement assez sain. Donc voilà un peu la politique de la ville par rapport à la forêt. Il faut dire que Ouagadougou, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est une ville qui est en train de s'agrandir. 3 millions d'habitants, ça c'est Ouagadougou intramuros. Mais nous sommes entourés par 8 communes qu'on appelle les communes rurales, où il y a une continuité territoriale entre ces communes-là et Ouagadougou. Donc, la vision cette année, on a créé ce qu'on appelle la communauté de communes qui préfigure la création d'une métropole. Donc, cette communauté de communes a été portée sur les fonds baptismaux il y a de cela 2 ans. Elle existe aujourd'hui. Donc, c'est la communauté de communes du Grand Ouaga.
Et dans ces communes rurales qui sont des lieux de résidence ou de travail des habitants de Ouagadougou, il y a des forêts également. Donc l'expérience que nous sommes en train de faire à Ouaga, nous voulons le partager avec les membres de la communauté de communes pour que les forêts qui sont dans ces communes rurales puissent être sauvegardées parce que ça fait partie des poumons de notre environnement. Et si on veut avoir un environnement sain et si on veut avoir un environnement agréable, il faut que nous puissions sauvegarder ces forêts en ville. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Je voulais avant tout vous inviter, dès que vous aurez une minute, mesdames et messieurs, à aller dans le site de Earth Engine à Google. Vous allez taper la ville de Foumban, vous allez zoomer et vous allez vraiment vous rendre compte de la gravité de la situation de notre ville aujourd'hui parce que nous avions une réserve et de 84 à 2021, vous allez observer la grande différence avec la destruction et la dégradation importante de ce poumon qui alimentait la ville. Foumban est situé au Cameroun, à l'ouest, et je dois vous dire que nous avons une topographie un peu particulière avec des collines et des pentes dans la chaîne de Brastfield. Au mois d'août à Foumban, il pleut énormément et tout à l'heure quand monsieur le maire de Ouagadougou le disait, je me disais et que nous avons des similitudes. Donc c'est le mois le plus pluvieux et depuis l'année dernière et jusqu'à aujourd'hui, nous avons perdu plus d'une vingtaine de personnes qui ont été ensevelies par les glissements de terrain, des familles tout entières malheureusement. C'est triste, mais c'est une conséquence du changement climatique. Foumban, c'est un foyer de peuplement parce que c'est une vieille ville de plus de 600 ans d'histoire. Et donc, c'est bien de pouvoir avoir cet exemple de changement. Les saisons, aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Avant, on avait une grande saison de pluie et une grande saison sèche, mais il y a 2 saisons maintenant et à chaque fois, on ne sait plus très bien par où commencer. Pardon. Donc, ce que je vais dire aussi, c'est que nous avons une hydrographie assez importante parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui traversent la ville de Foumban. Tout à l'heure, le maire de Ouagadougou disait qu'il n'y avait pas de cours d'eau à Ouagadougou. Nous, on a plusieurs qui ont des bonnes précipitations comme l'Unchi et beaucoup de forêts, galeries qui sont particulièrement fleuries pendant la saison sèche. Et évidemment, le constat, c'est que avec l'abattage systématique des arbres, la dégradation, la faune aussi a souffert. Avant, nous avions des espèces comme des phacochères, des sauterelles, des criquets, et des plus petits aux plus grands comme des hyènes, des singes aujourd'hui. Et on avait une variété d'oiseaux extraordinaires. Aujourd'hui, malheureusement, on en a de moins en moins. Nos forêts galeries disparaissent. Et nous sommes très déçus parce que dans le fond, on constate que c'est le fait des actions irresponsables, je dois le qualifier, des hommes. À Foumban, nous avons donc ces réserves forestières qui étaient plantées dans les années 1934 avec l'administration française, qui sont détruites à 70%. Et dans les années 2007-2011, la ville de Foumban a bénéficié d'un accompagnement de la ville de Paris dans un projet dit « Un Parisien, un arbre ». Nous avons pu donc à Foumban avec le maire qui m'a précédé et à l'époque j'accompagnais le projet parce que j'étais députée de la ville. J'étais députée de la ville, était ma circonscription. Donc nous avons créé des forêts communales dans les pôles, les grands villages de la ville, 5 forêts communales.
Nous avons aussi créé une forêt autour d'un site historique qui était des fortifications qui avaient permis au roi de l'époque de pouvoir se prémunir des cavaliers peuls. Aujourd'hui, pour protéger cette ceinture, le maire avait demandé qu'on puisse planter des arbres. Toujours avec la ville de Paris, on a pu, avec des femmes, développer un projet qui s'appelait DRUFAPE, développement, renforcement, utilisation des foyers améliorés, protection de l'environnement. Ça a été un projet avant-gardiste dans le cadre de la fabrication des foyers améliorés. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, toute la chaîne, ceux qui fabriquent, les artisans, les femmes, sont vraiment sensibilisés par rapport à tout ce qu'il y a comme protection de la forêt. Dans la ville de Foumban, à part nos réserves qui ont été détruites, à part ces initiatives du projet Un Parisien, un arbre, nous avions, je vous l'ai dit, nous sommes une vieille ville, il y avait des arbres plantés et généralement la savane est arborée parce que nous nous situons dans une zone tampon entre le centre et le nord. Donc il y a quand même des grands arbres que nous retrouvons dans Foumban, des baobabs, du style des baobabs, des fromagers qui sont très rares maintenant parce que convoités. Des axes de la ville dans des quartiers comme des quartiers administratifs. Avant, tous ceux qui ont pu voir Foumban à l'époque de l'administration française disaient qu'au quartier administratif, il y avait de grands arbres, de belles fleurs, de belles plantes. Aujourd'hui, malheureusement, tout ça a disparu parce qu'il y a des personnes qui se sont mises à abattre les arbres. Donc, ça augmente la pression avec la démographie. Nous avons une démographie galopante. En même temps, les populations aujourd'hui entrent dans la forêt dont je vous ai parlé tout à l'heure avec des tronçonneuses, ce qui est incroyable. Avant, je me souviens, j'étais petite, j'allais dans cette forêt pour ramasser les branches d'arbres au sol. Jamais on ne pouvait imaginer des tronçonneuses qui rentrent pour couper carrément. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on exploite même certaines sèves de ces pins apparemment qu'on vend pour fabriquer des encens. Et donc toute la forêt a été détruite comme ça. La forêt est devenue un endroit où tout le monde entre pour piller. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait dans le cadre de la ville de Foumban? Nous pensons aujourd'hui, et c'est toujours d'actualité, qu'il faut une collaboration concertée entre les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne des valeurs. Il y a l'État, les collectivités territoriales décentralisées, les partenaires techniques et financiers pour s'asseoir et avoir un plan d'action dans le sens de sensibiliser les populations, parce que nous avons remarqué que pour toutes les initiatives, les populations restaient à l'écart. On ne les intéressait pas et on n'engageait pas leurs responsabilités. Donc, bien sûr, aussi surtout des solutions que j'appelle alternatives, qui impliquent les populations. Planter les arbres dans les quartiers, renforcer la pépinière municipale, appuyer le développement de l'agroforesterie, permettre aux femmes de transformer des fruits et des produits de l'agroforesterie dans le cadre de leur association. Nous avons organisé 2 formations en apiculture. La ville de Foumban a des bas-fonds que nous souhaitons exploiter pour une agriculture urbaine. Et de toute façon, à la mairie, nous avons changé notre organigramme et nous avons doté la mairie d'un service du patrimoine environnemental qui a 3 unités. Une unité de protection de l'environnement, une unité en charge des services d'hygiène et de salubrité et la protection de l'environnemental s'occupe de la gestion d'eau. Et la 3e unité, c'est un service, une unité d'agroforesterie et sylviculture. Et nous pensons qu'il faut promouvoir les espaces verts. Nous pensons également qu'il faut promouvoir des manifestations dans la ville avec des mouvements associatifs pour la défense de l'environnement, de la nature, des oiseaux.
des journées de célébration d'art culinaire, gastronomique avec des espèces végétales aux vertus thérapeutiques qui sont en voie de disparition. Nous pensons au sport. Déjà, le SOM, les fortifications, chaque année, il est organisé un marathon, marche autour de Somme en plein air. Et donc, c'est bon de pouvoir promouvoir le sport pour que les populations comprennent que c'est important de respirer. Je vais terminer en disant que nous sommes Camerounais. Le Cameroun, c'est une Afrique en miniature. Du sud, nous avons cette forêt équatoriale dont on a parlé au début. Et nous remontons, nous avons la mer, nous avons les grass-fields, la steppe, etc. Tous les Camerounais sont conscients du changement climatique et nous avons nos forêts qui font partie de ce poumon, ce premier poumon du monde qu'il faut protéger parce que si vous faites Douala, Yaoundé souvent, vous voyez le nombre de grues qui transportent des arbres et la qualité, la beauté de ces arbres tous les jours. Et si vous êtes allé déjà un jour au port de Douala, au niveau où on a les arbres qui attendent de partir, vous ne savez pas ce que vous pouvez penser à cette époque. Donc, c'est bien que les pouvoirs, les politiques internationales puissent comprendre qu'il y a un vrai problème, dilemme des villes. En même temps, nos populations doivent être accompagnées parce que il faut qu'elles respectent la forêt, qu'elles ne puissent pas dans la forêt, qu'elles respectent les animaux, mais il faut des accompagnements par rapport aux solutions alternatives dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en même temps, maintenant, les gros problèmes de destruction de la forêt, comme le dernier exemple des grues que nous voyons sur nos routes, il faut voir, c'est une réelle préoccupation pour voir dans quelle mesure on pourra ensemble trouver des solutions pour que les populations locales puissent survivre. Je vous remercie pour votre attention. La ville de Libreville s'inscrit pleinement dans le leadership, je dois dire, africain, que tient son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui, au niveau africain et mondial, il faut le dire, en ce qui concerne donc la question du changement climatique et de la biodiversité, tient quand même un rôle assez important. Et donc, de ce fait, Libreville, dans ses initiatives, essaie de mettre en œuvre donc quelques orientations, donc déclinées dans le plan local climatique, s'il faut parler des changements climatiques, à savoir par exemple le planting des arbres, un certain nombre d'initiatives comme ça. Mais je voudrais surtout, lors de ma prise de parole, m'appesantir sur le volet biodiversité, parce que nous pensons modestement qu'il est difficile de parler de forêt de l'Afrique francophone si on ne met pas en avant la biodiversité, donc à savoir sa conservation et sa protection. Et Libreville, dans sa casquette de président de l'association des maires du Gabon, a souvent un rôle de médiateur avec les populations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre par exemple du conflit homme-faune qui existe dans le cadre de la préservation des forêts, nous avons au niveau donc de Libreville et des communes environnantes, puisque Libreville en elle-même n'a pas de forêt, mais tout autour donc dans le grand Libreville, il y a ce conflit homme-faune avec les éléphants. Donc oui, il faut protéger les éléphants, mais les éléphants en même temps affament les populations. Alors aujourd'hui, il y a une expérience qui est en train d'être menée et à laquelle Libreville prend part, je dis bien surtout dans le cadre des médiations avec les populations qui ne comprennent pas toujours qu'on met en place des politiques pour protéger les animaux. Il y a par exemple des barrières aujourd'hui, des barrières électriques qui sont mises en place dans certaines aires pour faire en sorte que les éléphants ne puissent plus sortir des forêts et venir
détruire les plantations, détruire les efforts faits par les populations. Et donc, Libreville, comme je disais, dans son rôle, le président de l'association des maires du Gabon et des villes du Gabon joue souvent donc, un rôle de médiation là-dedans. Et je voudrais donc dire qu'au-delà de ce rôle, Libreville est en train de pouvoir travailler dans le sens de la mise en œuvre, d'une politique gouvernementale qui est celle de créer des parcs maritimes ou des parcs aquatiques. Autant le Gabon a créé 13 parcs nationaux à l'époque pour pouvoir donc préserver un certain nombre de forêts et d'espèces animales et végétales. Autant aujourd'hui, le président de la République a instruit le gouvernement de pouvoir le faire aussi au niveau maritime. Parce que qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Si nous prenons simplement l'exemple même des plages. Aujourd'hui, les plages sont polluées et tous ces déchets que l'on déverse sur les plages se retrouvent quelque part au large des côtes et parfois dans les fonds marins. Et cela constitue un grand problème aujourd'hui pour les espèces aquatiques. Donc, Libreville aussi participe à son niveau dans le cadre de vouloir et devoir mettre en place ces politiques voulues par le gouvernement. Et je voudrais simplement terminer en souhaitant que l'AIMF, comme elle le fait aujourd'hui, puisse prendre le leadership, j'allais dire mondial, de cette problématique de préservation, conservation et valorisation des bassins du Congo, qui est aujourd'hui le premier poumon mondial. Et nous pensons qu'avec vous, à l'aide de beaucoup d'exemples que nous partageons aujourd'hui, à l'aide de beaucoup de plaidoyers et de votre aura internationale, nous pensons que l'Afrique francophone peut effectivement bénéficier de plusieurs initiatives et surtout de financement pour la mise en œuvre de ces initiatives visant donc à pouvoir faire en sorte que nous protégeons nos forêts, leur contenu, mais en même temps que le développement puisse se poursuivre. Donc voilà quelques mots que je voulais échanger avec vous sur ces questions. Je vous remercie.